Un sorcier qui donnait ses services sur Kijiji. Il y a des gens qui comprennent effectivement. Il y a des gens qui mordaient à ça. Il y a des gens qui mordaient à ça et comme ça n'a pas eu l'effet escompté, ils se sont fait flouer de quelques milliers de dollars. Et ben ils ont décidé de le traiter de voleur. Ouais. Mais c'est souvent un peu dans les communautés, par exemple, haïtiennes ou en Afrique ou dans des communautés comme celle-là où la sorcellerie joue un rôle très important. Et là, on n'est pas là pour faire je comprends, un procès de jugement, là, est-ce qu'il faut croire ou non à la sorcellerie, mais c'est vrai que dans des sociétés où la sorcellerie joue un rôle très important, et c'est le cas, par exemple, dans de nombreux pays d'Afrique, et c'est vrai également dans les pays antillais, parce que, bon, il y a une forte culture qui nous vient d'Afrique. Tout ce domaine de la sorcellerie joue un rôle très important, et évidemment, s'il joue un rôle important, il est très aisé de pouvoir duper les gens avec toutes sortes de trucs de passe-passe. Et c'est malheureusement, chaque année, c'est le lot un peu de ce qui se produit. C'est que des gens sont floués par des soi-disant sorciers mal intentionnés. Mais ça comme tu dis, ça fait un peu partie de leur culture et je comprends. Mais est-ce que c'est aussi ancré qu'une religion en eux? Ah, absolument. Ouais. Dans des pays, par exemple, antillais, le vaudou, tu l'as mentionné quand tu parlais avec Ralph. Ralph, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que dans ces pays-là, le vaudou est une religion, et c'est ce qu'on appelle une religion syncrétique. C'est-à-dire que on a pris la religion catholique et on a utiliser un peu les personnages pour les remplacer par des dieux, parce que à cette époque-là, lorsqu'il y a eu tous ces négriers qui sont arrivés aux Antilles en emportant avec eux des esclaves, tu comprendras que ces gens-là ne pouvaient pas avoir leur propre culte. Ouais. Alors, on s'inspirait, on reprenait des personnages, des figures qu'on retrouvait dans la religion catholique, par exemple Saint-Joseph, la Vierge Marie, et on leur donnait des attributs qui étaient plutôt des dieux vaudous. Donc, par exemple, le petit Jésus devenait Dambala, Marie devenait un autre personnage. Donc, on avait dans cette culture-là, on faisait que remplacer, on gardait l'imagerie, mais on remplaçait les personnages derrière. Et ça jouait parfaitement son rôle de couvrir, en fait, et de permettre en même temps l'éclosion de ces rituels vaudous qui venaient initialement d'Afrique. Donc, ça a joué un rôle très important. Ça joue encore un rôle important. C'est sûr que pour nous, le vaudou, on le voit à travers le cinéma. Ça nous semble être un peu un truc avec des gris-gris puis des incantations un peu mystérieuses. Ouais. Mais il faut savoir que dans des pays entiers, on pense notamment à Haïti, qui est un peu le berceau de cette culture vaudou en Amérique, cette culture du vaudou joue un rôle excessivement important. Et tu sais que et on fera éventuellement sûrement une émission pour en parler, mais tu sais que dans la culture du vaudou, il y a cette dynamique du zombie. Or, le zombie, bon, évidemment, ce sont les morts vivants, mais évidemment, dans la véritable culture scientifique, les zombies sont davantage des gens qui ont réussi à échapper à la mort. Et les premiers cas rapportés déjà dans les années 50, 60, on avait des cas de personnes qui avaient été retrouvées errantes dans les rues, notamment de Port-au-Prince, en Haïti. Et ces gens-là, on pouvait démontrer très clairement qu'elles avaient été qu'elles étaient mortes, elles avaient un acte de décès, donc on pouvait identifier ces personnes-là. Donc comment étaient-elles passées de mort à la vie, comment on avait pu assister à leurs obsèques et puis soudainement, quelques années après, retrouver la même personne errante dans les rues. Tu comprendras que dans la culture vaudou, évidemment, on s'est dit, ce sont des zombies, ce sont des gens qui ont été ramenés d'entre les morts par des sorciers. Dans la culture vaudou, on retrouve deux types de sorciers. On a le sorcier qui fait de la bonne magie, on dit un ougan, et un sorcier qui fait de la magie noire, que l'on dit bokor. Mais souvent, le ougan et le bokor sont le même. Tout est question de comment tu les paies. Je préfère que ce soit le ougan et moi que je sois le bokor. Le bokor, effectivement. Oui. Et donc, dans ces sorciers-là, les gens disaient, en Haïti, évidemment, les gens étaient ramenés de mort à trépas, de mort à vie, parce qu'il y a un sorcier, un bokor, qui les a comme ramenés d'entre les morts.
Lorsque les premiers cas ont commencé à circuler dans la littérature, il y a certains scientifiques nord-américains qui ont commencé à s'intéresser à ça. Et en particulier, on a un incident très particulier qui s'est produit en 1980. C'est l'histoire d'un type qui s'appelait Clervius Narcisse, qui était décédé en 1962 en banlieue de Port-au-Prince, dans la vallée d'Artibonite. Et on avait assisté à ses obsèques, sa famille avait assisté à ses obsèques. Là, on est en 1962. Et voilà qu'en 1980, notre bonhomme réapparaît errant au marché public et il aborde sa sœur, 18 ans donc après sa mort. Et on a pu établir effectivement qu'il était bien celui qu'il prétendait être. Cet événement-là va déclencher une investigation menée par des scientifiques nord-américains, notamment parmi eux va être impliqué un jeune Canadien qui travaille comme ethnobotaniste à l'université Harvard, un type qui s'appelle Wade Davis, et leurs recherches vont mettre à jour le secret des zombies qui est en fait une drogue que l'on administre aux gens et on réussit à tromper la mort en utilisant cette drogue-là. Mais écoute, je vais pas trop t'en dire parce que ce qui est d'autant plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'une équipe de chercheurs canadiens, autant qui étaient attachés à l'Université de Montréal, mais surtout à l'Université McGill, qui ont contribué à cette recherche sur la poudre à zombies et qui ont mis à jour cette incroyable technique, disons ça comme ça, cette incroyable technique de magie, mais qui permettait de tromper la mort. Écoute, c'est fascinant comme dossier et je te promets qu'un jour, on va faire une émission là-dessus. Le sujet de la soirée a fait énormément parler au Québec lorsque c'est arrivé. C'est arrivé plus précisément en 1968. On parle du barbu de Coleraine. Oui, voilà. Donc, dans notre deuxième heure, à partir de 21h, on va aborder cette histoire, le barbu de Coleraine. Écoute, comment te le définir, Yannick, si ce n'est que il figure parmi les grands classiques de l'histoire des ovnis, des trucs un peu mystérieux qui s'est produit au Québec. Et l'affaire s'est produite dans les derniers jours du mois d'août, début septembre 1968. Donc, il y a quelques jours, à peine quelques semaines, 2-3 semaines, on soulignait pratiquement le 50e anniversaire de cette mystérieuse affaire de Coleraine, qui continue de faire fantasmer les gens, qui avait été évoquée dans la littérature. Moi-même, à l'époque, on remonte à 2004-2005 à peu près, j'ai fait une série pour Canal D qui s'appelait Dossier mystère. Oui. Et j'avais consacré un volet à cette histoire, cette mystérieuse affaire de Coleraine. J'ai écrit dans un de mes 2 livres, Dossier mystère, tome 1 et 2, j'ai écrit un volet également sur l'affaire de Coleraine. Donc c'est une affaire qui est bien connue, qui fait fantasmer les gens parce que tu vas voir, on a là-dedans tous les ingrédients d'une bonne histoire incroyable. Et comme on soulignait le 50e anniversaire de cet événement-là, j'ai décidé de faire une émission pour parler de ça. Donc, en deuxième heure, le barbu de Coleraine, et avec nous va se joindre 2 invités très particuliers. On aura d'abord un des témoins originaux. À l'époque, ce sont des enfants qui ont observé ce phénomène. Donc, l'un des témoins originaux va se joindre à nous pour commenter un peu ce qu'il a observé à l'époque. Et va se joindre à nous aussi l'enquêteur original de cette histoire-là, en 1968. Et il faut bien le dire, c'est un peu un vieux routier parce qu'il est encore actif aujourd'hui. On parle de l'ufologue Jean Cazot, qui est bien connu dans la région de Québec, qui a écrit plusieurs livres, dont il vient d'ailleurs de publier un énième livre. Donc Jean Cazot, à l'époque, venait faut dire qu'en 1966, il avait créé une petite association qui s'appelait la SRPM, la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux. Écoute, il avait à peine 20 ans à ce moment-là. Et l'affaire de Coleraine arrive 2 ans plus tard. Donc le jeune Jean Cazot, fringant, va se retrouver là-bas, à Coleraine, qui est tout près de Thetford Mines, pour le situer là, sur une map du Québec. Et il va être le premier enquêteur à rencontrer ces jeunes, à les interroger, à colliger leurs témoignages. Donc, il se joindra à nous dans la deuxième heure pour nous parler, bien sûr, de comment il a vécu ça, comment ça se passait, bien sûr, à Saint-Joseph de Coleraine lorsque les événements se sont produits, parce qu'il faut comprendre également que la presse avait fait écho de cette histoire-là. À l'époque, il y avait la télévision de Sherbrooke, Télé 7, qui avait interrogé les jeunes également. Donc, c'était un gros événement. Et Jean Cazot va nous raconter un peu le souvenir qu'il a de ces incroyables événements de 1968. Et cela ajouté, bien sûr, comme je l'ai mentionné, au témoignage d'un des jeunes, évidemment aujourd'hui adulte, qui va venir nous raconter un peu ce qu'il a observé à cet été de 1968. Donc, tout ça dans notre deuxième heure à partir de 21h. All right, on passe maintenant aux actualités. Oui. Atlantide a
encore été retrouvée? Oui, on aurait pu dire l'Atlantide retrouvée, mais je pense que l'expression « encore » est bien placée. Oui. Est-ce qu'on la perd une fois de temps en temps? Oui, c'est ça. Tu sais, Yannick, il y a des gens qui sont obsédés par toutes sortes de mystères et certains d'entre eux vont consacrer des heures à surfer, si je puis dire, entre guillemets, sur le web. Ils vont aller notamment, ils vont éplucher les visions que l'on a un peu avec Google Maps ou Google Earth. Donc, on observe la Terre sous toutes ses coutures. On essaie de trouver là-dedans des anomalies. Ces gens-là font exactement la même chose avec Google Moon et Google Mars. Donc, ils vont sur ces sites Internet où l'on a une espèce de vision 3D de ces lieux. Et donc, ils vont explorer à la recherche d'anomalies. Et c'est un peu le sujet de notre nouvelle de maintenant. Certains de ces gens-là, en fouillant comme ça, ont découvert, en fait, ils ont localisé, observé une structure qui est visible dans Google Earth, une immense structure qui se trouve en Afrique, dans le désert du Sahara, en Mauritanie. C'est une structure qui est bien connue des archéologues, des géologues, qu'on appelle la structure de Richat, qui est également appelée l'œil de l'Afrique. Donc, si vous tapez, par exemple, dans votre moteur de recherche, Google Earth, structure de Richat, on va vous amener immédiatement au-dessus. Il s'agit on a d'abord une espèce de canyon et au fond de ce canyon, il y a cette structure qui ressemble à une série d'anneaux emboîtés les unes dans les autres, un peu comme les cercles concentriques qu'on peut observer à la surface de l'eau lorsqu'on lance une pierre dans l'eau. Donc une série de cercles. Et là, donc, en regardant ça, et c'est une structure qui est immense, elle est visible depuis l'espace. D'ailleurs, la première fois où on l'a observé dans son ensemble, c'est au milieu des années 60, à partir du moment où on a mis en orbite des premiers satellites qui ont transmis des photographies de la Terre. Donc, on a observé cette structure. C'est vrai qu'à l'origine, c'était très mystérieux et c'est vrai que c'est immense. Ça fait 23 kilomètres de diamètre et elle ressemble, par sa description, ces cercles concentriques emboîtés dans les uns dans les autres. Bien sûr, ça nous rappelle cette description que Platon avait donnée de l'Atlantide, parce que ce sont deux dialogues de Platon qui évoquent l'Atlantide. Et selon le philosophe, l'Atlantide serait disparu il y a 12 000 ans, enseveli sous les flots de l'Atlantique. Alors là, les gens, en observant cette structure, se disent, tiens, c'est curieux, voilà une structure, certes, dans le désert, mais une structure qui ressemble étrangement à ce que Platon décrivait de l'Atlantide. Et si Platon avait erré, si Platon avait eu tort en parlant d'un déluge ou d'un raz-de-marée qui avait recouvert l'île, et c'était plutôt une transformation, disons, des conditions climatiques qui auraient changé, et finalement, ce n'est pas un océan d'eau qui aurait englouti l'Atlantide, mais un océan de sable. Alors, c'est un peu l'hypothèse qu'ils évoquent, hypothèse qui est proposée par le tabloïd britannique, le Daily Star, mais inutile de dire que si ça fait fantasmer les amateurs de mystère, les géologues ne sont pas du tout de cet avis, parce que pour eux, si c'est vrai qu'en 1965, cette structure de Richat était mystérieuse, aujourd'hui, les géologues l'expliquent davantage par une espèce d'effondrement d'un ancien volcan. Donc, dans les temps préhistoriques, il y avait un volcan, une érosion souterraine a fait que le volcan s'est affaissé par coup, si je puis dire, formant ainsi différents anneaux qui donnent un peu cette impression de l'Atlantide. Mais bon, pour l'instant, disons que la vision des géologues est probablement plus vraisemblable que celle que nous proposent ces amateurs de mystère. Donc, ce serait, comme tu le dis, un volcan. Est-ce que ça aurait pu être un météorite? Non, ce n'est pas, c'est pas une structure enfoncée. Ce sont vraiment comme des anneaux, un peu comme, imagine-toi si le sable avait été liquide et tu avais lancé une pierre dans le sable et que ce sable-là aurait fait des espèces d'anneaux, des espèces de vagues en cercle concentrique. C'est à ça que ressemble la structure de Richat. Et c'est pourquoi les géologues croient qu'il s'agit de l'affaissement d'un volcan dans des temps préhistoriques. On parle maintenant d'un monstre en or. Ah ouais. Écoute, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je pense que tout le monde a entendu parler du monstre du Loch Ness. Oui. Cette créature lacustre qui vivrait dans les eaux du Loch Ness, un lac en Écosse. Il faut savoir que l'Écosse est un peu comme coupée en deux par ce gigantesque lac, le Loch Ness. Et depuis le 6e siècle, les premiers récits remontent au Moyen Âge, où on évoquait la présence d'un animal mystérieux dans les eaux du Loch Ness.
Et évidemment, ces observations se sont répétées au fil des siècles. Et surtout, depuis 1933, à cette année-là, on a fait l'ouverture d'une route qui longeait la rive du Loch Ness. Avant, le Loch Ness n'était pas visible de partout parce qu'il y avait, tu comprendras, sur les rives des arbres qui empêchaient une vue sur le lac. Ouais. Maintenant, avec la construction de cette route, à partir de 1933, on avait donc une vue dégagée sur le lac. Et à partir de là, et les observations de la créature se sont multipliées. Beaucoup d'entre elles, on le sait, ont été expliquées comme étant des fraudes, des canulars. Dans bien des cas, il s'agit sans aucun doute de vagues à la surface de l'eau en fonction des conditions d'éclairage qui peuvent laisser présageant la présence d'une créature mystérieuse sous les eaux. Mais quoi qu'il en soit, que la créature du Loch Ness existe ou non, elle vaut son pesant d'or puisque les chiffres viennent de sortir uniquement pour la saison estivale 2018. Le monstre du Loch Ness, crois-le ou non, a rapporté 54 millions de dollars à l'industrie touristique locale. Et tu comprendras que c'est une mine extraordinaire puisque les gens qui vont au Loch Ness, et j'y suis déjà allé, et je dois t'avouer que c'est une véritable foire, hein, dans des petites villes. Je pense à une ville qui est juste sur le bord du Loch Ness, Drumnadrochit. On a 2 musées du monstre du Loch Ness. Il y a à peu près 50 habitants, mais il y a 9 motels ou hôtels. Donc, tu comprends, on est préparé à accueillir les touristes. On peut même se payer une promenade en sous-marin dans le Loch Ness. C'est vraiment extraordinaire et c'est vraiment un truc qui a été aménagé pour les touristes. Et bien sûr, lorsque les touristes se présentent sur place, on ne visite pas que le Loch Ness, mais on va aller jouer des parties de golf, on va faire des visites guidées à travers des châteaux, parce qu'on est quand même dans les Highlands d'Écosse. Hein. Je pense que ça évoque toutes sortes d'images. Quand on pense à Highlander ou des séries comme celle-là, on voit cette Écosse moyenâgeuse. Et évidemment, les touristes vont laisser derrière eux, évidemment, ils vont faire gonfler les coffres. Et pour l'année en question, comme je l'ai mentionné, 54 millions. Et la dernière fois que des chiffres comme ça avaient été colligés pour voir un peu quel était l'impact du monstre du Loch Ness sur l'économie locale, c'était il y a 4 ans. Et entre 4 ans et maintenant, on a enregistré une augmentation de 14 millions de dollars. 14 millions de dollars sur 4 ans une augmentation, c'est quand même significatif. Et en juger par cette croissance je dirais du tourisme dans la région, je pense qu'il est permis de croire ou d'envisager avec beaucoup d'optimisme les prochaines saisons estivales pour les années à venir. Oui, puis l'Écosse a un avantage d'avoir Nessie dans ses eaux. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'argent qui rentre, donc de dire que Nessie n'existe pas, on n'a pas intérêt. Ça se fera pas. On n'a pas intérêt. Est-ce qu'il y a déjà des hypothèses qui ont été avancées concernant ce fameux Nessie? En fait, évidemment, l'hypothèse la plus populaire, mais qui n'est pas fondamentalement la plus vraisemblable, c'est l'hypothèse d'un survivant un peu de la préhistoire, un monstre aquatique qui ressemblerait au plésiosaure. On a dans les catalogues fossiles, on a des animaux qui ressemblaient à ce que certaines personnes ont décrit comme étant le monstre du Loch Ness, une espèce de grand animal, une espèce de lézard marin avec des nageoires en forme de pagaie, comme l'était un peu le plésiosaure. Donc ça, c'est l'hypothèse la plus populaire, mais par définition la plus invraisemblable, parce que faut se rappeler que les monstres préhistoriques de ce type-là, du type plésiosaure, même si on nous entretient avec ça dans des séries comme Jurassic Park, dont Jurassic World est sorti cet été, c'était le énième de la franchise des Jurassic Park. Bon, c'est beau de voir ces monstres aquatiques, mais il faut se rappeler que ces animaux étaient des respirateurs d'air. Donc ces animaux devaient remonter à la surface de l'eau pour respirer, comme le font par exemple les cétacés, les baleines, les dauphins et autres. Donc, si le monstre du Loch Ness était un animal de ce type, ce n'est pas 10 observations du monstre du Loch Ness qu'on aurait par année, mais ce serait au moins 10 observations par jour, parce que l'animal aurait besoin de respirer, ce qui n'est pas le cas. Alors, évidemment, les autres hypothèses, c'est que l'animal serait une espèce tout à fait inconnue de la zoologie, une espèce de serpent de mer ou un serpent de lac, dans le cas présent, qui serait inconnu
connu de la science. Et l'hypothèse la plus vraisemblable, et c'est moi, quand je suis allé là-bas, j'ai eu la chance d'aller dîner avec un des directeurs du musée du monstre du Loch Ness, et qui est en même temps un zoologue qui a consacré beaucoup de temps à la recherche sur le loch. Et lui, son hypothèse était que le monstre du Loch Ness était en fait un amalgame d'observations faites à partir d'esturgeons de la Baltique qui réussiraient à remonter par le canal calédonien jusque dans le Loch Ness pour aller frayer. Parce qu'il faut savoir que dans la faune du Loch Ness, le poisson le plus gros est une variété de saumon qui fait à peu près 1 mètre, 1,20 mètre de long. Alors que des esturgeons de la Baltique peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres de long. Donc tu t'imagines, c'est énorme. J'ai le poids ici, 360 kg. C'est une belle bête. Donc imagine-toi que tu es un riverain, prends quelques secondes, imaginons qu'on est des riverains, on habite autour du Loch Ness, on connaît bien sa faune, on pêche régulièrement des poissons, on pêche de ces saumons qui font à peu près 1 mètre, 1,20 mètre, et puis alors qu'on est dans notre petite barque, on voit soudainement l'eau s'agiter autour de nous, et en regardant, on voit une espèce de dos avec une crête par-dessus qui fait à peu près 3 mètres, 3,50 mètres de long. Évidemment, comme on ne peut pas voir la bête en entier, mais on est déjà en mesure de dire que ce n'est pas un simple saumon, alors on va crier au monstre. C'est un peu l'hypothèse qu'a développé ce zoologue, ce type qui s'appelle Adrian Shine, comme je l'ai mentionné, qui a mené beaucoup d'expéditions sur le Loch Ness, qui dirige aujourd'hui un musée là-bas. C'est une figure populaire à Drumnadrochit. Pour lui, le monstre du Loch Ness serait en fait des confusions nées à partir de la présence de ces esturgeons de la Baltique dans les eaux du Loch Ness. Un esturgeon de la Baltique de 4 mètres, de 360 kg. Christian, j'ai le goût de t'apprendre quelque chose. En fait, non, tiens, je vais te poser une question pour te faire mal paraître. Vas-y. C'est quoi la longévité d'un esturgeon baltique? De 80 ans. T'es bon, c'est presque 100 ans. Oui, c'est ça. Wow. L'âge moyen, 80 ans. Ah, j'ai raté mon coup. Hey. Il y avait aussi des gens qui croyaient que ça pouvait être une race d'otarie particulière. Oui, c'est ça. Donc, un animal qui serait inconnu de la zoologie, une race d'otarie, un type de poisson, un type d'anguille encore inconnu, non répertorié par la zoologie. L'énigme est là. Les hypothèses sont nombreuses, mais jusqu'à maintenant, il faut quand même le rappeler, il n'existe aucun film très convaincant du monstre du Loch Ness, aucune photographie très convaincante. Ce qui est malheureux d'ailleurs, c'est que la photo la plus souvent présentée pour illustrer l'histoire du monstre du Loch Ness, c'est une photographie qui date du mois d'avril 1934, qu'on appelle la photographie du chirurgien, et on sait aujourd'hui qu'il s'agissait d'un canular. C'était un petit sous-marin jouet que des gens s'étaient amusés à photographier. On l'avait mis dans le Loch Ness, on l'avait fait couler. Au moment où il coulait, on a pris des clichés, et ce cliché est devenu la plus célèbre photographie du monstre du Loch Ness. Mais cela, si on écarte cette fameuse photographie dite du chirurgien, il n'existe aucune photographie très convaincante du monstre du Loch Ness, aucun film très convaincant, et inutile de dire que jusqu'à maintenant, on n'a aucun échantillon biologique qui nous permettrait d'asseoir la réalité ou non du monstre du Loch Ness. On parle maintenant de Jurassic Park. Mais on en a parlé de la sortie de ce film Jurassic World, ouais. qui est un autre volet de cette franchise des Jurassic Park. On se demande souvent où en est l'état du clonage aujourd'hui. Ben écoute, tu seras sûrement réjoui d'apprendre que les Russes, en fait, à Irkoutsk, on a obtenu le musée du mammouth d'Irkoutsk, a obtenu le feu vert des autorités locales pour procéder à une première tentative de clonage d'un animal préhistorique disparu. Et dans le cas présent, on parle, la première cible est un cheval qu'on appelle le cheval de la Léna. Pas l'ALENA, l'entente avec les Américains, l'entente commerciale, mais le cheval de la Léna, L-E accent aigu N-A. C'est une région de la Sibérie centrale où on a retrouvé cette espèce de cheval, un petit cheval, c'est même à l'âge adulte, c'était à peine plus gros qu'un poney. Et celui qu'on a retrouvé dans ce pergélisol, en fait, il vivait il y a à peu près 30 ou 40 000 ans. On a trouvé donc un jeune spécimen qui est âgé de quelques semaines à peine. Lorsqu'il est décédé, il a été comme conservé dans ce pergélisol. Il a été découvert tout récemment. Et ces conditions de conservation sont si grandes, si bonnes, que les scientifiques, les spécialistes, notamment de la génétique et du clonage, sont d'avis que le bagage génétique est suffisamment bien conservé pour pouvoir
songer à cloner l'animal. Un animal, donc, bien sûr, qui n'existe plus. Ça, c'est la première étape que compte faire ce musée du mammouth d'Irkoutsk, qui travaille avec des chercheurs soviétiques, mais également avec des chercheurs coréens. Donc, on va essayer de cloner ce premier animal. Et si les résultats sont probants, la deuxième cible, et celle-là, elle nous fait beaucoup plus fantasmer, la deuxième cible serait de pouvoir cloner un mammouth, parce que effectivement, dans cette région de la Sibérie centrale, on a retrouvé plusieurs mammouths fossiles dont les conditions de préservation étaient si bonnes qu'on a pu en faire une séquence, on a pu tirer une séquence génétique, et cette séquence génétique pourrait permettre, à tout le moins, d'envisager la possibilité de cloner l'un de ces mammouths. Donc, au moment où on se parle, le feu vert est donné. Le musée du mammouth d'Irkoutsk va superviser ces travaux. On est quand même à la recherche d'un montant de 6 millions de dollars pour pouvoir financer ces travaux-là, mais je pense que c'est en bonne voie, et à en croire ce qu'on peut lire dans la littérature, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir assister au clonage de l'un de ces deux animaux, d'abord le cheval de l'Alena et ensuite le mammouth. Donc d'ici peut-être 10 ans, 20 ans, on pourra voir des mammouths bien vivant en captivité. Et ton avis à toi, jouer avec la science comme ça pour remettre sur la Terre des animaux qui sont disparus depuis des années, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Tu vois, moi je reste un peu partagé là-dessus. C'est amusant parce que cette nouvelle-là est sortie tout à fait sans rapport avec ça. Cette semaine, je devais écrire un article pour un magazine et je me suis entretenu avec justement un spécialiste du clonage, l'un des plus grands spécialistes canadiens, le Dr Lawrence Smith, que d'ailleurs je remercie de sa collaboration, qui lui dirige un département à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Et on le sait, à cette faculté, on a reproduit, en fait, on a cloné au début des années 2000 Starbuck, qui était un taureau, qui était un excellent géniteur. Il donnait notamment des génisses de très, très bonne qualité. Donc, on a cloné cet animal parce qu'il était très en demande. Et au gré de ma conversation avec le Dr Smith, on a juste, bien sûr, on a abordé cette question du clonage. Et le clonage, il est, je pense que c'est pas une mauvaise chose quand on pense au clonage dans l'idée de protéger des espèces en voie de disparition, donc des espèces qui, d'ici quelques années, risqueraient d'être rayées de la map si on ne procède pas rapidement par des mesures, disons, parfois un peu extraordinaires, comme celle du clonage. Et l'idée également de ressusciter des animaux disparus, ça, évidemment, il faut regarder quel est l'objectif. Est-ce que c'est valable de ressusciter des mammouths? Est-ce que c'est valable de ressusciter des thylacines? Le thylacine, je rappelle aux auditeurs, c'est un marsupial de type kangourou, qui appartient à la même famille des kangourous, mais qui est disparu, qui vivait en Australie, sur le continent australien et sur l'île de Tasmanie, et qui est disparu en 1936. Le dernier est mort dans un zoo en 1936. Il est disparu parce que les autorités, c'était un animal, il faut le savoir, lorsque les premiers colons se sont installés en Australie, il n'y avait pas de prédateur à ce thylacine. Lui tenait le haut du pavé dans l'échelle alimentaire. Donc, quand les premiers colons se sont installés, on a commencé à faire la culture et l'élevage de moutons, par exemple. Mais les thylacines s'en sont donnés à cœur joie. On l'appelait le loup de Tasmanie. Il entrait dans les bergeries et voilà, il faisait de véritables carnages. Les autorités avaient permis la chasse aux thylacines et en fait, on l'a tellement chassé qu'on l'a fait disparaître. On a aujourd'hui des embryons de thylacines. Le dernier, comme je l'ai mentionné, est disparu en 1936. Mais on a encore aujourd'hui dans des musées des embryons de thylacines conservés dans des liquides et dont l'échantillonnage génétique est tout à fait excellent et qui pourrait permettre éventuellement le clonage de l'animal. Donc, est-ce qu'on pourrait revoir des thylacines? Disons qu'on aurait techniquement les moyens de le reproduire peut-être des chevaux, mais quand on commence à parler de reproduire des mammouths ou peut-être éventuellement reproduire des dinosaures, ce qui, faut quand même le dire, n'est pas à notre portée pour l'instant, c'est sûr qu'on peut se questionner sur l'utilité de faire ce genre de travail. Mais bon, tu sais comment les hommes sont, à partir du moment où on est capable de faire quelque chose, c'est un peu, on est comme incapable de résister à l'envie de le faire. Ouais. Donc, fera-t-on éventuellement fera-t-on revivre le mammouth? À tout le moins, c'est un projet qui est sur la table des dirigeants de ce musée du mammouth d'Irkoutsk. Après la pause, Christian Page, tu parles avec Jean-Michel Arsenault, c'est bien ça?
Absolument. Donc, Jean-Michel qui dirige le site, en fait, qui est administrateur du site Insolite Express, qui est connu, là, j'imagine, de nombreux auditeurs, oui, qui fait de la nouvelle insolite. C'est vraiment une plateforme où on a des nouvelles insolites. Donc, Jean-Michel Arsenault, qui, de temps à autre, va venir un peu nous parler de ce qui excite un peu le web. Malheureusement, il pouvait pas être des nôtres ce soir, donc je lui ai parlé un peu plus tôt dans le courant de la semaine, et on va donc, à la retour de la pause, on va entendre cette conversation que j'ai eue avec lui. Il nous a parlé d'un film qui excite beaucoup les internautes, qui s'appelle The Hunt for the Skinwalker Ranch, hein, la chasse au Skinwalker Ranch. Jean-Michel Arsenault, bienvenue à cette première pour toi de Radio X-Files. Je t'ai demandé d'assurer de manière sporadique une chronique pour nous parler de ce qui se passe sur l'Internet, sur le web, et tu es bien placé pour la faire puisque tu es l'administrateur principal du site Insolite Express. Alors, qu'est-ce que c'est que Insolite Express? Insolite Express, c'est un site de nouvelles où à tous les jours, on publie de 1 à 2 nouvelles sur, toutes des nouvelles insolites, des choses très bizarres, des choses sur les extraterrestres, les fantômes, on aime bien Bigfoot aussi. Donc, voilà. Et Insolite Express, si je ne m'abuse, n'est pas un site où vous prenez ouvertement position, c'est-à-dire qu'on critique pas fondamentalement les nouvelles sur le fond, mais en fait, le site n'est essentiellement qu'une plateforme qui permet d'avoir accès à des informations à caractère mystérieux ou insolite. Exactement. Donc, on prend des nouvelles qui font buzz sur Internet ou des choses qui nous intéressent, puis on les partage aux gens au Québec, en France. On a même des gens en Suisse beaucoup là dernièrement. Et si on parle de ce qui buzz sur Internet, alors ces dernières semaines, l'émission a pris l'antenne depuis le 7 septembre dernier. Alors, si on peut dire au cours des 2-3 dernières semaines, qu'est-ce qui fait buzz sur le web? Dans les 2 dernières semaines, il y a le documentaire Hunt for the Skinwalker qui est bien populaire, malheureusement pas nécessairement pour les bonnes raisons, comme peut en témoigner la note de 4.2 sur 10 sur le site imdb.com. Mais expliquons qu'est-ce que c'est que le Skinwalker Ranch. Oui. Parce que dans le fond, c'est un documentaire qui explique un peu qu'est-ce qui se passerait dans ce lieu mythique-là du monde paranormal. Oui. Donc, Skinwalker Ranch, c'est un ranch qui est dans l'État du Utah, près de la ville de Ballard. C'est sur des anciens territoires Ute, une nation des Amérindiens. Et il se passe un paquet de choses. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils auraient vu des lumières dans le ciel, des soucoupes volantes, des créatures extraterrestres, des Bigfoot, des poltergeists et des gens disparaître. Ah, puis j'oubliais aussi, il y a des gens qui ont vu du bétail se faire mutiler. Ouais. Donc, juste ça. D'entrée de jeu, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir tout ça au même endroit. Puis en plus, il y a des gens qui prétendent voir ces choses-là depuis le début des années 50. Donc, ça fait quand même assez longtemps. OK. Donc, ce Skinwalker Ranch, comme tu l'as dit, se trouve en Utah. C'est un peu un microcosme du paranormal. Absolument. Puis pour ajouter à ça, il y a quand même beaucoup aussi de conspirationnistes qui voient plein de choses. En fait, ça l'a appartenu en fait à Robert Bigelow, qui a acheté le ranch, en fait, qui a obtenu le ranch, parce qu'on ne sait pas nécessairement comment qu'il l'a eu, pour faire, dans le fond, des études, disons, scientifiques. C'est le NIDS, dans le fond, qui est un groupe de recherche scientifique, mais qui sont beaucoup équipés au niveau du paranormal. Ouais. Robert Bigelow, c'est un millionnaire qui s'intéresse au monde paranormal depuis longtemps, qui possède aujourd'hui Bigelow Aerospace. Beaucoup de gens qui font des liens, y aurait-tu vraiment quelque chose là-bas, ils ont-tu fait des tests, donc c'est sûr que c'est quand même assez particulier. Ah, mais c'est ça. Donc pour placer un peu tu viens toi-même d'en parler rapidement, ce Robert Bigelow, là, un milliardaire de Las Vegas, qui a fait fortune d'ailleurs dans l'hôtellerie et non pas dans l'aérospatial. Hein, mais oui. Effectivement, il avait une passion pour l'aérospatial et avec les millions qu'il a engrangés, il s'est lancé dans le domaine de l'aérospatial et aujourd'hui il est un des sous-traitants de la NASA. Tu as parlé du NIDS, c'est le National Institute for Discovery Science. Ça, on pourrait longuement en parler, on pourrait même faire une émission là-dessus, mais enfin, c'est une organisation de recherche scientifique, disait Bigelow, qu'il avait mis de l'avant entre 1995 et 2004 pour enquêter sur des phénomènes mystérieux, allant des ovnis au phénomène de poltergeist, de fantômes et tout le reste.
il y avait dans le NIDS c'est assez étonnant parce que c'est une organisation de recherche, disait Bigelow, scientifique. Ça regroupait des scientifiques de renom. Je pense notamment il y avait Jacques Vallée qui était impliqué là-dedans. Mais on faisait fi en fait de toute démarche scientifique. C'est un peu comme quelqu'un qui dit moi je joue au baseball, mais il applique les règles du hockey. Donc on a bien beau dire je fais de la recherche scientifique. La recherche scientifique, bien sûr, nécessite un protocole, une mise en place, une publication des résultats, soumettre les résultats au pairs. Et inutile de dire qu'entre 1995 et 2004, durant la période donc effective du NIDS, s'ils ont fait des recherches scientifiques entre guillemets, on n'a jamais vu les résultats de ça. Ça n'a jamais été publié, là. Donc, merci, bonsoir. Et effectivement, durant cette période, donc entre 1996 et 2016, donc durant la période effective du NIDS et même plus tard, Bigelow s'était porté acquéreur de ce Skinwalker Ranch qui, d'après les documents d'achat, il avait déboursé 200 000 $ pour l'acheter. Et là, effectivement, comme tu l'as mentionné, c'est un espèce de microcosme du paranormal et Bigelow disait on va en faire notre laboratoire pour étudier ces phénomènes. Encore une fois, toujours avec ce même argument de dire nous faisons de la recherche scientifique, mais de la recherche scientifique dont on ne voit jamais les résultats, il n'y a jamais aucune publication dans ce sens-là, si ce n'est des petits articles à gauche ou à droite dans une presse, dans des magazines, disons, très pro-ovni, très pro-fantôme, très pro-extraterrestre, mais rien dans des périodiques scientifiques. C'est un peu comme si moi je te disais, depuis 5 ans, je mène une enquête scientifique sur un fantôme qui est dans mon garage. Je publie rien. Ce qu'ils font beaucoup, en plus, c'est non seulement ils publient pas dans les périodiques scientifiques, mais ils sont reliés de très près. Ils ont eu des porte-paroles qui étaient des ufologues ou des journalistes liés de très près au monde de l'ufologie. Il faut savoir aussi que le NIDS, moi, ce qui me fait bien rire, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont admis que les autorités passaient par le NIDS. Peut-être qu'à certains moments c'est arrivé, je ne nie pas, mais on dit souvent que tous les phénomènes que les gens avaient vus étaient rapportés là-bas. Mais dans les faits, c'est qu'à partir de 99 jusqu'à la fin, je crois que tu l'as dit tantôt, je pense que c'était en 2004, mais dans le fond, il y avait il appelait ça la NIDS Hotline, qui était dans le fond, c'est une ligne d'appel où quand tu voyais un phénomène au Nevada, en Utah et dans d'autres États dans cette région-là, quand tu voyais quelque chose de particulier dans le ciel, dans ta maison, peu importe, tu pouvais appeler là-bas. Puis, il y a eu plus de 5000 appels et courriels qui ont été envoyés, acheminés, en fait, au NIDS. Donc, c'est sûr que, comme ils colligeaient les informations, les gens, puis comme il y avait des liens un peu derrière ça avec, le gouvernement, mais c'est des liens très obscurs. Oui, des liens obscurs et très, très ténus, pour en revenir là-dessus. Mais oui. Somme toute, le manque de transparence, c'est ça. On s'habille avec le mot scientifique, c'est un mot à la mode, Je fais de la recherche scientifique. Finalement, on est tous scientifiques dans son sous-sol, mais on n'applique absolument aucune règle de la science. C'est beau de dire ça parce que ça fait vendre, ça fait courir les foules. C'est un peu comme mettre un type qui nous vend n'importe quelle salade à la télé. Il suffit de lui mettre un sarrau blanc puis un stéthoscope autour du cou, puis on a l'impression que ça fait très sérieux. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, on nous rabâche les oreilles avec cette idée on fait de la recherche scientifique, même s'il est vrai qu'au sein de cette organisation, il y avait de véritables chercheurs dont la crédibilité ne fait aucun doute. Je pense encore une fois à Jacques Vallée qui a inspiré le personnage de Lacombe dans le film La rencontre du troisième type. C'est un personnage important qui a marqué l'histoire des ovnis, mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'on fait de la recherche scientifique qu'on en fait pour autant. Il y a des règles à respecter et si on ne les respecte pas, évidemment, on fait n'importe quoi sauf de la science. Cela étant dit, Jean-Michel, il faut rapidement passer à cette histoire on a placé, qu'est-ce que c'est ce Skinwalker Ranch, un lieu acheté par Bigelow à la fin des années 90 pour faire de la recherche sur ces phénomènes mystérieux. Et là, on nous annonce la sortie de ce documentaire. Il y a une bande-annonce qui existe, on va la faire entendre aux gens et puis ensuite on revient sur tes impressions par rapport à ce document. Alors, on écoute la bande-annonce. The global public is not ready to have global confirmation of this. A lot of disturbing things will occur. It's just too powerful. Skinwalker Ranch. This is like the Area 51 of the paranormal. It was not a single phenomenon. There were a host of things that happened. Have there been experiences there that have shaken the Pentagon and CIA and other agencies? Absolutely. Nobody knows what we're dealing with. That's the bottom line.
Nobody knows. This is 30 or 40 hours of material that the public has never seen before. They saw this humanoid creature crawling through this tunnel, hovering 4 feet above the ground. Oh, God. Voilà, donc ça c'était la bande-annonce de The Hunt for Skinwalker Ranch. Tu as vu le documentaire. D'ailleurs, encore là, on peut toujours se questionner. Hein, on se dit, on fait de la recherche scientifique, mais la recherche scientifique, au lieu d'être publiée dans un périodique scientifique ou soumise à la critique, on va se faire une petite vidéo qui sera disponible sur Netflix pour $5,95. C'est sûr que c'est un peu inquiétant. Imaginons-nous, dans le domaine scientifique, si des chercheurs disaient « On a un nouveau médicament pour la maladie d'Alzheimer, mais on ne publiera pas dans un périodique scientifique. On va se faire une petite vidéo qui sera disponible sur le web en location. » Mais enfin, ça c'est mon point de vue, c'était ma montée de lait. Vas-y, qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire? Bon, mais tout d'abord, moi j'aime ça regarder, on se connaît quand même depuis un certain temps, tu sais que ces documentaires-là, même si souvent c'est très mauvais, ben j'aime ça les regarder, puis j'aime surtout ça en rire, puis regarder ça de manière, disons, objective. Bon, faut dire que dans la base est bonne dans ce documentaire-là. Le directeur, c'est Jeremy Kenyon Locker Corbell, c'est un nom très long, mais il a déjà fait d'autres documentaires dans le domaine du paranormal, et là il s'est allié. Ben peut-être le journaliste ou ufologue qui a, disons, mis au monde plusieurs tendances et modes dans le monde du paranormal, c'est-à-dire George Knapp. George Knapp, je sais qu'un un aparté. Il est apparu, en fait, dans le milieu des ovnis parce que, à la fin des années 80, c'est lui qui a été le premier à présenter une entrevue avec Robert Lazar, ce supposé ingénieur qui avait travaillé dans la zone 51, qui a été entièrement discrédité par des enquêtes indépendantes, mais dont George Knapp continue de maintenir, en tout cas, continue d'en être un supporter. Il le défend bec et ongle, même si, comme je l'ai mentionné, d'autres enquêtes ont démontré que Bob Lazar était un menteur pathologique. Ouais, puis c'est pas toujours pour le mieux. Non. Donc, en fait, si on se le dit, ce qui a fait, la publicité que sur ce documentaire-là, ça tournait beaucoup autour de vidéocassettes que M. Knapp avait dans son sous-sol et qu'il a conservé tout ce temps-là pour aujourd'hui faire un documentaire sur le sujet. La base du documentaire est très bonne. On présente les lieux, on présente l'endroit, on explique comme il faut. La scénarisation est quand même bonne, mais quand on s'intéresse à ce lieu-là depuis longtemps, ben on n'apprend rien parce que finalement, dans les vidéocassettes de M. Knapp, ben on a bien fait d'attendre avant de les présenter parce qu'il n'y a rien pantoute. Il n'y a absolument rien. C'est une perte de temps monumentale, la section où il présente les vidéocassettes de M. Knapp. C'est présenté dans différents segments, puis on se demande vraiment... il aurait peut-être dû finalement les garder dans son sous-sol parce qu'il y a absolument rien. À un certain moment, on voit ce qu'on pense être M. Knapp dans le flou derrière un feu en train de parler avec des ça ressemble à être des gardiens sur le ranch, mais il y a absolument rien. Ouais. Fait que ceux qui adorent ce lieu-là, qui aimeraient ça aller le visiter parce que c'est quand même un hotspot, si je peux me permettre le terme, du paranormal, mais il y a rien dans ce documentaire-là que vous allez apprendre de plus, peut-être voir certaines images inédites ou des prises de vue que vous auriez pas vues, parce que M. Knapp versus bien d'autres, la chance qu'il y a eu, c'est de pouvoir aller sur le ranch. Je dis la chance, pour le peu qu'il nous montre, c'est peut-être pas nécessairement une chance tant que ça, ouais. Mais c'est tout. Il y a rien vraiment de plus. Tu sais, quand on fait un documentaire sur le paranormal, tu t'attends à être ébloui par quelque chose de particulier, et là, ça livre pas du tout. Donc, je pense qu'on pourrait résumer ma critique en disant... bon, si vous avez jamais entendu parler de ce lieu-là, ce documentaire-là va être très bon. Donc, Hunt for the Skinwalker, c'est sorti le 11 septembre dernier. Mais si vous en avez déjà entendu parler, comme Christian, perds pas ton temps. Tu peux faire ce que tu veux de mieux, mais ce 2 heures et quelques minutes-là sera beaucoup plus prolifique à faire n'importe quoi d'autre. Je pense que le message est quand même assez clair. Ouais. Si je comprends bien, dans le fond, le Skinwalker Ranch, ce Hunt for Skinwalker Ranch répond aux parfaits critères de l'univers du paranormal, vivre les photos floues ou sous-exposées.
Absolument, mais encore là, dans celui-là, il y a même pas de photos floues d'OVNI ou quoi que ce soit, c'est juste du parlage. C'est encore ça qui est le pire. Fait que c'est comme vraiment pas une promesse atteinte par rapport à la publicité, la bande-annonce de ce film-là. Est-ce que l'on sait ce qui est advenu depuis de ce Skinwalker Ranch et qu'est-ce qui s'y passe? Ben, en fait, il y aurait encore des tests qui se passeraient sur le ranch. C'est plus Bigelow qui en est propriétaire. La nouvelle compagnie ne veut pas divulguer qui possède le ranch. En fait, est-ce que c'est le propriétaire de cette compagnie-là qui l'a, ou on peut voir sur Internet qu'ils ont déjà acheté des propriétés pour d'autres personnes qui voulaient garder l'anonymat. Mais tu sais comme moi que plus que tu donnes d'informations comme ça, plus les gens veulent chercher c'est qui. Ben. Donc, c'est comme entretenir le mystère comme ça, c'est de donner un peu de gaz à tous ces conspirationnistes qui veulent savoir. Ces gens-là font, en fait, tout ce qu'il faut faire pour continuer d'entretenir le mystère et les théories du complot. Là. Il aurait été simple, par exemple, d'organiser une journée porte ouverte, un 24-48 heures, venez visiter le Skinwalker Ranch et ensuite, voilà, on n'en parle plus. Je sais qu'encore tout récemment, la compagnie a fait une demande auprès de Fort-Duchesne, qui est la ville juste au nord, et demandé d'exclure la rue qui mène jusqu'à ce Skinwalker Ranch. Ils ont demandé de l'exclure de l'administration municipale. Ils ont été déboutés parce que la rue appartient à la ville, mais on voit que toutes ces manigances souterraines, bien sûr, ne font qu'entretenir les rumeurs, les théories du complot que le Skinwalker Ranch est, comme le dit si bien la publicité, le Area 51 du paranormal. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait, Jean-Michel. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir partagé ce commentaire sur le Skinwalker Ranch. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines pour un autre buzz sur l'Internet. Et en s'entretemps, j'invite les gens à visiter le site de Insolite Express, donc insoliteexpress.com, et trouver là-dessus toutes les nouvelles insolites qui actuellement circulent à travers l'Internet. Merci. Excellente chronique avec Jean-Michel Arsenault, cher Christian. Ben oui, écoute, on s'excuse pour le son qui était pas extraordinaire, mais bon, on l'a compris, Jean-Michel ne pouvait malheureusement pas être des nôtres ce soir, donc j'ai pris l'initiative d'enregistrer notre conversation de cette chronique pour nous parler du Skinwalker Ranch. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, et bon, les gens sont libres à eux d'aller visionner ce film, mais bon, déjà vous connaissez un peu le point de vue de Jean-Michel et le mien sur cette question-là. Fait que voilà, c'était notre chronique de l'Internet, et comme je l'ai mentionné, là, une fois par mois, une fois toutes les 5 semaines à peu près, Jean-Michel qui dirige, qui administre le site de Insolite Express, va venir nous faire un peu un topo de ce qui alimente un peu la controverse. Juste avant la pause, qu'est-ce que tu as écouté dernièrement à la télé? Est-ce que tu regardes des documentaires? Est-ce que tu es sur Netflix? Qu'est-ce que tu écoutes? Je regarde presque essentiellement du documentaire. Ah ouais? Et le dernier que tu as vu? Écoute, moi, à la maison, c'est assez amusant parce que j'ai quand même beaucoup travaillé à la télé pour faire parce que peut-être que les gens ne le savent pas, les gens qui nous écoutent ce soir, j'ai fait plein de séries télé qui tournaient autour du paranormal. Je peux en nommer quelques-unes. Là, Enquête sur les ovnis, c'était en 2002-2003 sur Z-Télé. Donc, Enquête sur les ovnis. Les fameux dossiers mystères qui est devenu un peu une émission phare à Canal D. J'ai fait également Force obscure. Les enfants tueurs qu'on retrouve à Canal D, c'est moi qui est l'architecte derrière cette série-là. Les crimes occultes également, c'est moi qui ai fait ça. J'ai fait À la recherche des reliques saintes, une série où pendant plusieurs mois, on s'est lancé sur les routes à travers le monde à essayer de retrouver des items ou des artefacts qui avaient appartenu ou à tout le moins qui ont marqué l'histoire de la chrétienté. Donc j'ai fait plusieurs séries qui tournaient autour du paranormal, certaines que j'ai animées, d'autres non. La dernière en liste étant L'enquêteur du paranormal qui était diffusée l'an dernier à Historia. Donc je suis un type qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la télé, mais à la maison, écoute Yannick, je n'ai même pas de service de télévision chez moi. Ah non. Donc mes téléviseurs ont des systèmes, puis là, bon, les mordus de technologie vont savoir de quoi je parle. J'ai des systèmes Chromecast qui sont liés à mes téléviseurs, et donc chaque jour je sélectionne, quand je suis à la maison, je sélectionne des trucs que j'ai envie de voir, des documentaires, tout ça.
et je les envoie, dépendamment du téléviseur, dépendamment de la pièce, j'envoie cette émission-là sur le téléviseur et je la regarde comme ça. Je n'ai aucun service de télévision. Et je te dirais que 90% de ma consommation, ce sont des documentaires, mais pas forcément des documentaires qui touchent le domaine du paranormal. Je suis un peu un touche-à-tout. Ouais. Donc, ça va de séries qui s'appellent la minute de vérité où on parle de catastrophes en passant par des documentaires sur l'histoire. Je suis un passionné de documentaires, c'est vrai. Est-ce que, parce que les premiers dossiers mystères qui passaient à TQS dans le temps, donc sur le 2, dans ma petite télé noir et blanc. Animé par Jean Coutu. Jean Coutu, tu y as participé un petit peu, hein? Oui, ça c'est amusant parce que c'était mon premier emploi à la télé. Ah ouais. Je sortais de l'université à l'époque, historique de la télévision québécoise. L'émission Dossier mystère qui était diffusée à TQS, télévision 4 saisons, qui aujourd'hui est V-Télé. Donc TQS, à ce moment-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient la série américaine Unsolved Mysteries, qui est animée par Robert Stax. On retirait un volet américain, c'était généralement quatre petites histoires américaines. On en retirait un de ces volets américains pour le remplacer par un volet québécois. Et c'était René Ferron, un peu un des pionniers de la télévision qui faisait ça. Et l'équipe de René Ferron m'avait demandé de m'occuper des dossiers québécois qui touchaient le domaine du paranormal. Donc, on a eu l'OVNI de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, on a eu l'auberge hantée du Jolivent au lac Brome. C'est moi qui m'étais chargé de ces dossiers-là à ce moment-là pour le compte des productions de René Ferron. Donc, c'était assez amusant. C'était mon premier emploi. Ouais. Et à la télévision, donc, on est en 1900, la série Dossier mystère, c'était 1990-91. Et puis, moi-même, après, en 2007 ou 2008, je vais reprendre le flambeau de la série Dossier mystère et produire de nouveaux Dossiers mystères pour Canal D cette fois-là. Mais je pense que Dossier mystère, de la façon dont c'était présenté aux deux dans le temps, là, c'était la première fois qu'on voyait ce type d'émission-là à la télévision. Oui, absolument. Et ça a marqué l'histoire. Quand moi je parle de Dossier mystère, les gens ont un souvenir très vivace de la présentation c'était Jean Coutu qui animait au Québec, et là il disait peut-être quelqu'un quelque part, c'est-il quelque chose. Il y avait comme un suspense qui était lancé là-dedans. Et là, je suis débordé de messages, Christian, qui se rappellent de ces émissions-là dans les années 90 ou dans les années 80. C'était un beau moment. C'était un bon moment de télévision. Ça a duré jusque, de mémoire, je crois que les Dossiers mystères ont été diffusés de 1989 ou 1992 jusqu'à 1993 ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il faut attendre la reprise par Canal D au début des années 2000. Après la pause, on parle d'une histoire qui s'est passée en 1968. On l'appelle le barbu de Coleraine. C'est où Coleraine? C'est dans le secteur de Chaudière-Appalaches, tout juste à côté de Thetford Mines. Je vous le dis, restez là. Vous allez avoir des frissons. Radio X Files. Radio X. Merci d'être sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. On vous invite sur notre page Facebook Radio X Files où Christian a la gentillesse de mettre plusieurs documents durant la semaine. Souvent, c'est des documents qui parlent durant l'émission. Christian! Oui, on le fera aussi avec le truc de Saint-Joseph de Coleraine. Je suis allé là-bas, j'ai plein de photographies qui ont été prises sur les lieux. Je vais mettre plusieurs trucs. Les gens pourront retrouver ça dans les prochaines heures là, sur le site de Radio X Files. On parle... Donc, écoute, oui, j'allais te lancer. Parlons de cette affaire de Coleraine. Écoute, 1968, il y a 50 ans maintenant. La première chose qu'on doit dire d'abord, c'est que la famille principale qui a été impliquée dans cette histoire a été un peu stigmatisée par les 50 dernières années parce qu'ils se sont souvent retrouvés au centre de l'actualité à cause de cette histoire-là. Donc, ils ont demandé l'anonymat. Donc, on va respecter ça ce soir. Donc, pour les besoins de notre conversation, nous allons les appeler les Tremblay. Je pense que là, on pourra pas dire qu'on a pris un nom qui est peu répandu au Québec. Donc, appelons-les les Tremblay. Ouais. Écoute, je te remets un peu dans le bain de ce qui va se passer parce que c'est un événement qui est incroyable et qui va marquer l'imaginaire au Québec. Donc, l'affaire commence assez subtilement le jeudi 29 août. Il est en milieu d'après-midi, il est à peu près 15h30. Donc, deux de ces enfants Tremblay qui sont âgés respectivement de 7 et 10 ans décident d'aller jouer dans le cimetière de Saint-Joseph de Coleraine. Tu
l'as mentionné, c'est tout près de Thetford Mines. Et sur les lieux, c'est pas très grand, c'est à mi-chemin entre le village et la ville. C'est Saint-Joseph de Coleraine. Et il y a au centre de l'endroit un cimetière. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'au bout du cimetière, il y a un immense rocher qui fait 9 mètres de haut, là, qui remonte à l'époque de la glaciation, et que les jeunes appellent le Cap. Donc tous les jeunes locaux, lorsqu'ils vont jouer dans le cimetière, ils se donnent rendez-vous au Cap. Le Cap, c'est ce gros rocher. Donc, ce jour-là, le 29 août 1968, 2 de ces jeunes Tremblay se rendent dans le cimetière pour aller jouer au Cap. Et il faut dire que ce rocher, ce gros rocher, est brisé au centre. Il y a une fissure qui s'est formée avec les millénaires au centre du rocher, et ça crée une espèce d'ouverture, comme une espèce de caverne. Donc, nos jeunes se retrouvent dans le cimetière, on s'amuse, et là, soudain, une espèce de mouvement près des fourrés, ils se retournent et ils voient une créature comme ils en ont jamais vu. Elle mesure à peu près 1 mètre de haut, elle a la peau plissée, rouge, un peu comme de la terre cuite, elle a de gros yeux ronds, ils n'ont pas le temps de voir une bouche ou des oreilles, mais ils notent qu'à la pointe du menton, elle a comme une espèce d'appendice, ils vont dire une barbe, qui semble lui descendre au milieu du ventre. Cette créature, au moment où ils l'observent, elle s'immobilise et les regarde fixement. Les jeunes, évidemment, sont paniqués, on fuit et on rentre à la maison. Ils racontent l'histoire à leurs parents, qui leur disent « Ah, écoutez, allez pas jouer dans le cimetière, vous pouvez rencontrer toutes sortes de monde. » Mais les gamins sont convaincus de bel et bien avoir vu quelque chose d'inexplicable. On passe au lendemain. On est le vendredi 30 août. Il est encore le milieu de l'après-midi, 15h30. On a nos 2 gamins de la veille et à eux vont se joindre un de leurs frères, un cousin, des amis. Et là, on a un petit groupe de 5 jeunes qui s'avancent dans le cimetière. On parle de la créature mystérieuse qu'on a observée la veille. Et voilà qu'ils vont tomber à nouveau sur la même créature. Un bruit dans les broussailles. Ils se retournent. Elle est là. Elle les regarde. Et ce qui est assez surprenant au moment où ils regardent la créature, et tout ça ne dure que quelques secondes, la créature apparaît devant eux alors qu'ils la dévisagent, elle disparaît un peu comme, je ne sais pas si tu as déjà vu, Yannick, les anciens téléviseurs des années 50 ou 60, quand on fermait le téléviseur, on avait l'impression que toute l'image se résumait en un point lumineux avant de disparaître. Au centre, ouais. C'est exactement ce que les jeunes voient. Donc, ils observent cette créature et le point lumineux, bang, voilà qu'elle disparaît au centre. Les jeunes les jeunes vont retourner à la maison, on raconte ça. Deux des parents vont accepter d'accompagner les jeunes un peu plus tard dans l'après-midi. Et l'un des parents, va entendre un bruit mystérieux qui provient comme de cette caverne au centre du rocher, comme une espèce de modulation. Et l'un d'entre eux, le père des gamins, parce que les gamins à ce moment-là, ils quittent avec un de leurs oncles, il ne reste qu'un des 2 parents sur place, et c'est à ce moment-là qu'il entend le bruit, et il va le minuter. On a l'impression qu'un bruit sort du rocher et dure pendant 8 minutes, s'arrête pendant 5 minutes, reprend pendant 8 minutes, et il va refaire ça 3 ou 4 fois avant de s'arrêter définitivement. Donc là, on est dans cette fameuse journée du 30. Arrive le 31 août, à peu près la même chose, milieu d'après-midi, et là, les jeunes se parlent de cette histoire-là, on arrive dans le cimetière, et encore une fois, pour la 3e journée consécutive, le mystérieux personnage apparaît, il n'est pas toujours au même endroit, ils ont l'impression que parfois, il court derrière les broussailles, mais ils le distinguent bien, faut quand même se dire, tout ça, Yannick, se passe en plein milieu de l'après-midi, il le voit distinctement à la clarté, cette créature toujours la même, cette peau plissée, rougeâtre, cette barbiche et grands yeux ronds, globuleux, qui les effraient. Et on arrive à la journée du 30. Et là, c'est assez, pas du 30, mais du 1er septembre. On est le dimanche, et c'est assez amusant, parce que les jeunes ont parlé de ça, et ce jour-là, ce matin-là, l'un des frères, en fait, un frère cadet, qui est un peu plus âgé que les autres, décide d'accompagner ses frères, de dire, et encore autour d'eux se joignent des cousins, des amis, on a une petite troupe, là, on est 6 gamins, on décide d'aller dans le cimetière. L'aîné, que nous appellerons Jonathan, est parmi eux, et à ce moment-là,
l'idée est pas tant de voir la créature que, comme je l'ai mentionné, c'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu où les jeunes vont s'amuser à Saint-Joseph de Coleraine. Bien sûr, on parle de cette créature qu'on a vue depuis 3-4 jours, mais les jeunes décident quand même de retourner à l'endroit pour s'amuser. Parmi eux se trouve l'un des frères aînés, Jonathan, et on a la chance de l'avoir avec nous. En fait, il n'est pas maintenant, mais cet après-midi, j'ai pu m'entretenir avec lui pendant plusieurs minutes. Donc, on fait entendre cet extrait-là, donc cette conversation que j'ai eue cet après-midi avec Jonathan Tremblay, l'un des frères aînés de la famille, qui se retrouve au cimetière de Coleraine. On est le 1er septembre, on est le dimanche 1er septembre 1968. Jonathan, d'abord, merci de te joindre à nous ce soir pour raconter ce 50e anniversaire de l'affaire de Coleraine. Tu étais l'un des jeunes présents ce jour-là. Donc, au moment où on reprend un peu le récit, nous sommes rendus le dimanche, on est le 1er septembre. C'est une journée qui sera particulièrement propice en événements mystérieux, cette journée-là. Donc, tu fais partie de ce petit groupe qui se rendent dans la journée au cimetière. Est-ce que tu peux me raconter ce que vous avez observé ce jour-là? En fait, qu'est-ce qui se passe ce 1er septembre 1968? Bien, moi, de prime abord, j'avais entendu parler que les autres membres du groupe qui se réunissaient souvent pour aller festoyer ou jouer à l'arrière du cimetière, qui est un boisé là, avec un gros cap, là. Alors, qui voyait quelqu'un courir à travers les branches, tout ça. Fait que moi, ma curiosité m'a porté ce dimanche-là, sur l'heure du midi, avec l'un de mes frères, d'aller voir pour constater. Il n'était pas question d'être humanoïde ou ces choses-là. On était innocents de tout ça. Là. On pensait pas à rien de ça. Là. C'était juste pour aller voir. Dans le temps, il se ramassait des fois des vagabonds là, des choses là. Fait que nos parents voulaient pas qu'on aille jouer là. Fait que moi, ma curiosité m'a piqué pour aller voir. Puis, c'est sur l'heure du midi, il faisait très beau, c'était ensoleillé, on est allé en bicyclette, on a laissé la bicyclette aux abords du cap, on a approché, puis on avait entendu un grognement, un gros grognement qui venait de, je sais pas d'où, il n'y a pas d'ours là, il n'y a pas d'animaux qui est quand même sauvage là. Fait qu'on a eu peur un peu. On a laissé les bicyclettes là, puis on a parti à courir. On est allé chez nous. Puis là, ma mère a dit vous allez dîner, puis vous allez aller récupérer vos bicyclettes. Bon, ben oui. Là, après dîner, on a ramassé, comme on dit, les autres de la gang, puis on pour aller chercher notre bicyclette. Puis ça a été quand on est arrivé à peu près à, je sais pas, une cinquantaine de pieds là, du cap, puis il y a une charnière là, pas loin où ils mettent l'hiver, ils entreposent les cercueils, les corps. Fait que là, il y en a un de la gang, il dit il est là, celui qui avait vu au cours de la semaine courir dans le bois, mais il était devant, à côté de la charnière, puis il nous regardait fixe. Il semblait avoir deux gros yeux, des bras, mais pas, je sais pas, une prolongation des doigts, mais comme 2 doigts, là, les bras écartés, la peau comme un crapaud, on dirait, là, tout crevassé brun. Puis il nous regardait, il nous fixait de même. Puis là, regarde, là, on le regardait. Ça a duré quelques secondes, puis on a crié, mais il était là, mais il était plus là. OK. Mais là, à ce moment-là, toi, tu l'as bien vu, là, tu me dis. Ah oui, c'était la journée, en plein soleil. Là, on a eu peur, on a vu, fait qu'on on traverse la rue, puis on va dire ça, les parents d'un, qu'on a vu un bonhomme disparaître. Tu sais, on s'est fait ridiculiser, un bonhomme disparaître. Oui. Bonhomme disparaître, on pensait pas humanoïde, extraterrestre, ça, il était pas grand de toute façon, là. Fait que là, mon frère vient, fait le tour de la charnière, puis là, il était pas question qu'on retourne aller jouer là, pas question. On a dit un bonhomme disparaître. Mon frère nous ridiculisait un peu, là. Fait qu'on est... Le soir, ça a été au soir après ça, là, quand on a vu avec l'engin, là, vers 7h, on rappelle 7h30, 8h moins 20. On est allé, j'avais amené un appareil photo.
Vous étiez combien? Excuse-moi, Jonathan, vous étiez combien à ce moment-là? Là, si tu regardes le petit groupe, vous étiez 6. On était 6. OK. Oui. Alors là, on traversait le cimetière, puis des fois, tu sais, quand il fait soleil, l'été, on voit la lune quand même, hein, il faisait très beau encore, là. Fait que là, il y en a un qui me dit, on a vu passer quelque chose devant la lune, grosso modo, là. On continue, on s'approchait vers le cap, puis là, on était rendu à peu près à 50 pieds du rocher. Là, on a vu un engin descendre, environ, mon Dieu, 35-40 pieds de diamètre. Il y avait des lumières qui tournaient autour, aucun bruit. Puis quand l'engin en descendant était rendu au-dessus du rocher, qui est quand même gros, le même bonhomme, comme on peut dire, est apparu. Okay. Il nous fixait, il nous regardait en bas. Okay. Là, inutile de dire que j'en parle, j'en ai encore les frissons, là. Quand on a eu la débandade, là, regarde, on a passé à travers les épitaphes, on courait, on criait. D'un coup, moi, j'ai un appareil photo sur moi, on sortait quasiment du cimetière, puis quand me suis viré pour essayer de prendre un vieil appareil 35 mm, l'engin, on la voyait plus, là, je sais pas où il était rendu, là, mais le bonhomme, il était encore là, puis je le regardais, mais il est là, mais il est plus là. Il a disparu en bon français, là, ça a l'air ridicule, là, mais c'est ça pareil. Alors là, ça a été, c'est ça. Là, on est allé, j'ai pris le téléphone, moi, j'ai appelé l'opératrice, on a compté ça à ma mère, c'était quasiment ridicule là, pour eux autres. Puis c'est là qu'ils m'ont rentré en contact avec Jean Cazot dans le temps. Oui. Et comment cette affaire-là, ben évidemment, on en parle encore aujourd'hui, 50 ans après, c'est l'affaire de Coleraine, mais j'imagine au moment où ça se passe, écoute, il y a comme une espèce de branle-bas de combat. Oui. Comment dans le village de Saint-Joseph de Coleraine, comment on vit ça, cette soudaine activité, le fait soudain qu'on se retrouve sous les feux de la rampe? Ben là, c'est sûr que le cimetière, les jours qui ont suivi, sont remplis de gens avec des marteaux, des pics, des battes de baseball, les provinciales étaient là, tu sais, ils peuvent penser de voir quelque chose. Oui. Il n'y a rien qui s'est passé. Il est évident qu'il n'y a plus personne qui est allé y retourner jouer là. Mm-hmm. C'est sûr que la population restait... les opinions étaient quand même partagées, mais garde, je sais ce qu'on a vu, je sais qu'est-ce qu'on a vécu, puis garde là, moi là, ce que les autres en disaient, ça me passait par-dessus la tête. Oui. Garde, on a été quand même un peu traumatisés là-dessus, parce que j'ai dormi pendant 2 mois de temps, la lumière allumée dans la chambre avec un de mes frères, puis il y en a un autre qui faisait des cauchemars, est obligé de se faire traiter un peu. Non, c'était dur pour nous autres, puis ça a été dur pour les parents aussi, parce que il y avait beaucoup de journalistes, ça a duré quand même 1 an, 2 ans de temps, ça là. Ça fait qu'on a été aujourd'hui, la population, la nouvelle génération, c'est sûr qu'ils n'entendent parler un peu, ça s'est fait à l'idée, là. Mm-hmm. Le rocher s'est boisé beaucoup, là, on le voit pratiquement plus, là, parce qu'il y a des arbres qui ont poussé en avant, tout ça. Ouais. Mais il est évident, moi je suis retourné, là, je dirais, là, t'as bien 5 ans, avec quelqu'un, j'ai monté sur le cap, mais je me sentais pas bien, et de un, et je ne suis jamais retourné, puis quand il y a dans la famille, il y a un enterrement, quelque chose, c'est pas sans me rappeler, là. Premièrement, t'oublies jamais ça. Mais je serais pas capable encore aujourd'hui de retourner seul là. Okay. Dis-moi, Jonathan, ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça ensemble. Et je me rappelle, à un moment donné, lorsqu'on échangeait à ce sujet-là, tu me dis, nos parents nous disaient, allez pas jouer dans le cimetière, il y a des guinéous, il y a des quêteux, hein, l'expression que tu m'avais utilisée, ta mère appelait ça des quêteux. Aujourd'hui, là, avec le recul, 50 ans plus tard, est-ce que tu as réfléchi à nouveau à ça? Et est-ce que vous n'auriez peut-être pas tous été abusés par la présence, justement, d'un itinérant qui aurait pu, ou un vagabond qui aurait pu être dans le cimetière? Non, c'est impossible. On peut pas voir quelqu'un comme ça en avant de toi puis qui disparaît.
on peut pas avoir un engin avec qui nous apparaît comme ça, là. Je veux dire, ça tient pas de l'itinérance, ça, là. On l'a vu, là. Moi, premièrement, j'allais jamais jouer là, c'était les autres qui allaient jouer là. Non, on n'a pas vu, non. Ça ne pouvait pas être c'est impossible, là. Tu peux pas. Le regard, la forme, ce qu'on a vu, là, on l'a vu, là. Regarde, c'est pas un être normal, là. Ouais, Donc, pour toi, encore 50 ans après, il n'y a toujours pas d'explication à ce que vous avez observé. Ça reste quelque chose d'inexpliqué ou d'inexplicable. Il est certain que depuis ce temps-là, c'est sûr, dans le temps, bon, je m'intéressais même pas à ça, même je pensais même pas à ça, tu sais, là. Ouais. Mais aujourd'hui, depuis le temps, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à ça, tu sais. S'il y a une émission, bon, j'écoute toujours ça. Il y a des émissions qui passent, là, à la télévision, là, des séries, j'écoute ça parce que je peux pas croire qu'on est seul dans l'univers. Ça vient d'ailleurs, ça c'est sûr, ça vient. J'avais jamais vu ça, là. Alors, je peux pas nier ça, là. Mais pour ce qui est de la place de Coleraine, c'est sûr que je me suis promis cet été d'y retourner avec d'autres personnes, puis on dirait que je veux pas, mais je veux pas y aller. Écoute, ma dernière question, vous étiez plusieurs membres d'une même famille qui était impliquée là-dedans, et j'imagine qu'avec les années, vous avez certainement reparlé de cet événement-là. Et c'est quoi le sentiment général quand vous échangez entre vous et reparlez de ça? Non, maintenant, on n'en parle plus de ça. On n'en parle plus de ça. On se remémore. C'est sûr, ça a duré des années qu'on se remémorait l'histoire. Tu sais, on s'en parlait comme ça. Mais plus maintenant, là. Okay. Non, ça vient pas. Premièrement, tout le monde s'est dispersé, là. Ouais. Fait qu'on se voit moins, puis on en parle. Non, on n'en parle pas. Non. Ben écoute, Jonathan, encore merci beaucoup d'avoir accepté de nous reparler de ces événements-là, même s'ils ont été très marquants, puis je comprends qu'à un moment donné, on veut essayer de passer à autre chose. Mais écoute, ça fait un plaisir pour moi renouvelé de discuter avec toi de ces événements-là. Puis je te remercie en mon nom personnel et au nom de tous les auditeurs de Radio X de nous avoir livré ton témoignage. Bon, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Ces événements-là datent de 1968, Christian, et tu m'as déjà dit en parlant de cette histoire-là que aucun de ces témoins-là n'a changé son témoignage d'un iota depuis ces années-là. Exact. Et ce qui m'avait frappé, tu vois, bon, moi, j'ai rencontré plusieurs des membres de cette famille, là, les Tremblay, j'ai discuté avec eux, et ils maintiennent toujours la même histoire. Et même si c'est vrai que a priori, ça semble un peu ridicule, tu dis, bon, une créature, un barbu avec une espèce de barbe ou un appendice qui lui pend au bout du menton, ses yeux globuleux. Puis faut pas se le cacher non plus, Yannick. Quand on regarde cette histoire-là, là, bien sûr, ça fait fantasmer, c'est extraordinaire. C'est une excellente histoire. Mais somme toute, sur le plan scientifique, là, si on parle essentiellement en termes scientifiques, cet événement-là, c'est anecdotique. Hein? On a un groupe de jeunes qui voient une créature pendant quelques jours dans un cimetière et ils voient également un ovni. Et puis voilà, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas de traces, il n'y a rien qui est laissé. Il y a que cette observation mystérieuse sur une assez longue période, quand même, on parle de 3-4 jours, ce qui est assez unique d'ailleurs dans les histoires de ce type-là. Et mais pourtant, on continue d'en parler aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous attire dans cette histoire-là, qui est tout à fait incroyable. Ouais. Et je pense que l'affaire de Saint-Joseph de Coleraine, comme on l'appelle, c'est un peu un classique dans l'histoire des ovnis au Québec. Et quand on parle d'ovnis, ben, il y a eu un enquêteur, bien sûr. On a entendu Jonathan en parler en disant, bon, j'ai contacté Jean Cazot. Jean Cazot, en début d'émission, je l'ai mentionné, c'est un peu le doyen au Québec. Hein, il est là depuis le milieu des années 60. Et on a la chance de l'avoir avec nous. Donc, dans un premier temps, bienvenue, Jean. Salut. Salut. Donc, dans un premier temps, faut quand même le dire, on assiste ici à quelque chose que plusieurs disaient impossible. Donc, réunir autour d'un même micro Jean Cazot et Christian Page. Ouais. Alors,
On peut pas être Jean, parfait. Oui, écoute, Jean, on se connaît depuis presque 30 ans maintenant. Oui. On va se tutoyer si tu le veux bien. Oui. Ça veut pas dire qu'on s'aime, mais on se connaît. Non, mais écoute, il faut qu'il y en ait un qui a raison puis il y en a un qui a tort. Fait que je suis c'est ça, mais toi, depuis le temps que t'as tort, j'espère qu'à un moment donné, tu vas changer d'idée. OK. On revient en 1968. Jean, t'as été appelé sur les lieux. Oui, Jean, écoute, en passant, ça me fait énormément plaisir de t'avoir. Oui. Et à l'époque où j'avais parlé de cette histoire-là dans un de mes livres, Dossier mystère, tu m'avais autorisé à utiliser une photo. Tu es un des rares à avoir... tu étais en fait le premier sur place. Tu avais pris des photographies des jeunes. Tu arrives à Saint-Joseph-de-Coleraine, peu de temps après les événements. Tu rencontres les jeunes. Écoute, ce que je veux savoir, tu es un témoin du passé, là. Quand tout ça est arrivé, tu arrives sur place. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'effervescence qu'il y a à Saint-Joseph-de-Coleraine? Et quelle est ta première impression en rencontrant les jeunes? Ouais, ça c'est l'aspect le plus intéressant de cette enquête-là, parce que c'est au cours de ma carrière en ufologie, j'ai pas eu beaucoup d'enfants comme témoins. J'ai eu des enfants, mais ils étaient accompagnés de leurs parents ou ainsi de suite. Mais des enfants tout seuls, un groupe de 6 enfants comme ça, c'était la première, et je te dirais que c'est peut-être la seule fois où c'est arrivé. Et mon inquiétude, moi d'abord, dans un premier temps, c'est mon enquêteur de l'époque, Jacques Roussin, qui a été alerté par ça. On commençait, nous autres, à programmer le magazine AFA là, de l'époque de la SRPM. On était en 68, là, j'avais 18 ans, là. Oui. Et là, alors, on n'était pas expérimenté au coton, là. Et là, j'ai dit à Georges, moi, là, ce qui m'inquiète, là, c'est que là, c'est-tu des petits jeunes qui font un baroud d'honneur, là, à la fin des vacances, là, puis d'attitude, on va faire croire qu'on a vu un bonhomme, puis c'est ci, puis c'est ça. J'ai dit, moi, je veux pas si ça me tente d'aller voler là-bas, là, c'est loin, ça. Et finalement, il m'a dit, Jean, il dit, je vais te dire une chose, il dit, ces jeunes-là m'ont cloué sur place. Par leur conviction, ce qui dégageait. J'ai dit, OK. Fait que, sans vouloir t'interrompre, tu sais, Jean, que c'est la même réaction qu'avait eu aussi Henri Bordelot. Bordelot, qui avait été informé par un journaliste de la Tribune, avait rencontré également les gamins. Et lui aussi était resté très impressionné par l'aplomb avec lequel les jeunes racontaient cette histoire-là. C'est ça. Et ça va plus loin que l'aplomb. C'est que les petits gars, là, de 11, 12, 13 ans, quand ils essayent de monter une patente à gosse ensemble pour essayer de faire peur aux parents ou au village ou ainsi de suite, pour réussir ça, quand t'es jeune, quand t'as cet âge-là, il doit y avoir une complicité. Et cette complicité-là, elle est pas facile à manifester parce que le dossier, il est complexe. Il y a énormément d'éléments. Il y a du son, il y a des disparitions, il y a aussi un autre aspect que Jonathan a pas parlé, ou je sais pas si j'ai peut-être manqué un bout, mais à un moment donné, ils étaient incapables de regarder la créature et de voir les jambes. Oui. C'est comme s'ils pouvaient pas voir les jambes, tu sais. Mais ça, t'inventes pas ça, là, quand t'as 11 ans. Tu t'arranges pour que ce soit moins compliqué que ça, parce que tu risques d'oublier des bouts quand l'enquêteur va arriver. Oui. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en arrivant, j'ai dit à Jacques, j'ai dit, OK, on ramasse les 6 ensemble, sauf que Jonathan était pas là la première fois. On a réussi à leur parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, puis ainsi de suite. Puis là, après ça, je suis parti de mon bord. J'ai fait mon indépendant, là, puis je suis parti de mon bord, puis j'attendais voir qui allait me suivre, tu sais. Puis là, il y en a 2, 3 qui me suivaient, puis Jacques, lui, avait les siens. Et ça, c'était le moment de savoir si les petits gars avaient besoin l'un de l'autre pour entériner leur canular, si tu veux, tu sais. Oui. Et c'est là que moi, là, j'ai débranché, j'ai dit, wow. Je veux dire, ils se regardaient pas un l'autre. Quand le petit gars parlait, il me regardait dans les yeux, là. Puis il y avait une espèce de supplication en me disant, toi, là, t'es grand, là, t'es-tu capable de me dire ce que j'ai vu? Parce que j'ai eu la chienne. Oui. Puis il compte sur moi pour y dire, là. Puis il me regarde, là, puis il l'a écrit dans le visage. Puis moi, pendant ce temps-là, je regarde l'autre petit gars qui me regarde moi, puis l'autre aussi. Puis Jacques a vécu la même chose. Ces enfants-là, ils ont rien inventé. Rien. Zéro. Une barre. Après ça, on a vu le plus vieux. Jonathan. On va l'appeler comme ça.
Et ça a été exactement la même chose. La concordance de ce qu'il nous disait. Et je dirais même l'intensité émotionnelle à la même place sur les mêmes effets spéciaux, si on peut dire, là, tout ce setup-là, notamment quand le bonhomme disparaît en pleine face, l'OVNI qui est là, qui est plus là, les sons qui ont été entendus, et ainsi de suite. L'émotion réelle qui sort dans leur récit est là. Je l'ai drette devant moi. Ça fait pas 50 ans, moi, là. Ça fait quelques jours que c'est arrivé, là. Ouais, c'est amusant quand moi, je suis là. Ouais, c'est amusant que tu dises ça, Jean, parce que moi, j'ai rencontré, donc, Jonathan, qui était le plus vieux du groupe, et un des plus jeunes également. Il y en avait un autre de ses frères qui était peut-être le plus jeune, un des plus jeunes du groupe. Je les ai rencontrés également séparément. Là, on parle, là, moi, évidemment, j'étais pas là en 1968, mais je les rencontre pour la première fois au début des années 2000. On tournait la série Dossier Mystère. Je les rencontre séparément. C'est ça. Et ce qui était amusant, c'est que, bon, ils gardaient la même histoire. Ils n'ont pas changé leur version de l'histoire. Ils ont rien gagné de ça, là. D'ailleurs, on change leur nom aujourd'hui parce qu'ils en ont un peu soupé de toutes ces histoires-là. Ça va plus loin que ça, Christian. Ça va plus loin que ça, là. Ils ont été stigmatisés par les gens du village, là. On est dans les années 68, là. Ouais. Oublie pas, là, on est conservateur, là, on récite le chapelet à 7 heures, là. Ouais. C'est quand même, on niaise pas avec ces histoires-là de bonhomme 7 heures, là, puis ainsi de suite. Ils se sont fait ramasser, eux autres, par les adultes dans le village, mal sale. Moi, j'en ai entendu parler dans les années qui ont suivi, là. Ouais. C'était pas drôle, là. Cette famille-là, là, c'était une famille maudite, là. Ils ont quitté le village aussi. Oui, effectivement. Là, je pense que tu utilises le bon terme quand tu dis stigmatiser. C'était un peu l'impression qu'on avait. Mais dans leur récit, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, moi, quand je les interroge, et ce sont des adultes, ils sont séparés, je les interrogeais de manière séparée. Et tu vas sûrement te rappeler ce moment-là. Le plus vieux, Jonathan, me racontait, il dit, quand l'OVNI est arrivé au-dessus du cimetière, il me racontait de quelle façon le bout des branches avait bougé. Hein? Oui. Il avait été fasciné par la façon dont le bout des branches bougeait. Oui. C'est drôle parce que son frère plus jeune m'a raconté dans d'autres mots, mais à peu près la même version, c'est-à-dire comment l'arbre avait la cime des arbres était affectée par le mouvement de l'objet. Oui, ce que le lieutenant Jean Plantier, que pas grand monde connaît, mais qui a écrit un petit bouquin sur la propulsion des ovnis, que moi j'ai toujours trouvé génial, aurait tout simplement dit bravo, merci les enfants, vous confirmez ma théorie. Tu sais. Mm-hmm. Alors, non, écoute, il y a tellement de détails que ces enfants-là ont donné en toute cohérence l'un avec l'autre, sans se consulter séparément. Tu l'as fait, j'ai fait l'exercice, tu l'as fait aussi, et tu l'as fait plus tard. Et moi, je vais te dire, tout à l'heure, j'étais à l'écoute là de l'entrevue que tu as fait avec Jonathan là, cet après-midi. Je l'écoutais, et devant moi, j'avais le texte que j'avais écrit de l'époque. Parce que moi, à mon âge, j'oublie des bouts, là. Fait que j'ai dit, je vais pas de commentaires. Alors, j'ai dit, je vais simplement mettre ça sur l'écran. J'avais l'impression qu'il lisait mon texte. Oui. Il l'a vécu, cette affaire-là. Ils l'ont vécu. C'est clair, d'ailleurs, il insistait beaucoup. Là, tu m'as fait flipper ton affaire d'itinérant. J'ai dit, bon, là, un page encore qui part. Mais là, tu peux pas avoir vu un itinérant, calvaire, 50 ans plus tard, en shaker encore. Franchement, là, je comprends qu'il y en a qui sont pas beaux, mais il y a des maudites limites. Ouais, ben en fait, tu sais que c'était un peu ce que leur mère leur disait, hein, lors des premières observations, lorsque les enfants rentraient à la maison, puis ils disaient, écoutez, on a vu ce truc-là. C'est un peu ce que leur mère leur disait. Allez pas jouer dans le cimetière, il y a des quêteux, il y a des robineux, donc évidemment, on essaie de trouver une explication, les itinérants. Mais c'est vrai que Jonathan et son frère que j'ai rencontrés, pour eux, à chaque fois, je les ai posés, puis je les ai posé la question dans les années 2000 et encore là, est-ce qu'il n'est pas possible que vous ayez été dupé par justement un itinérant, un vagabond qui aurait finalement fait du squatting dans le cimetière? Mais tu sais, oublie pas, là, on est en 68, qui est à Coleraine, je pense qu'il y avait 34 habitants dans ce temps-là, là. L'itinérant, là, il va pas itinérer ben longtemps à Coleraine, il s'en va à Tetford-Mine où il y a une chance de faire 30 sous, vierge. Oui, c'est ça. Alors, ça, de toute façon, même à l'époque, ça n'a même pas été envisagé, ça. Moi, dans mon livre, je me suis dit,
une description aussi étonnante que celle-là. J'ai jamais cru aux yeux globuleux et à la barbe, même si j'ai fait le dessin puis que c'est ce qui est dans mon livre puis tout ça à l'époque. Je pense que il y a un phénomène ici un peu comme comment je dirais ça. Donc, oublie pas qu'on est en 68, ils ont même pas encore vu c'est quoi un astronaute, les petits là, parce qu'on n'est pas allé sur la Lune encore là. Oui. Alors, je me dis, bon, est-ce qu'il y a un costume, là, quelque part dans ça, là? Tu sais, une espèce de, je te dis pas un scaphandre, mais est-ce que il y a, je sais pas, moi, si je m'en vais en Amazonie dans une tribu avec une cravate, ils vont-tu penser que c'est ma barbe? Tu sais, est-ce que c'est un élément faisant partie d'un costume ou de quelque chose qu'ils ont sur eux, avec quelque chose à la tête, avec des goggles, là, des grosses lunettes? Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais je me dis, ça, je me fie pas, pantoute, à la description qu'ils ont faite du personnage pour dire que bottom line, là, le bonhomme, il avait des gros yeux et une barbe. J'ai haï ça, mettre ça dans le livre, parce que j'ai dit, là, j'attire le ridicule. Ouais, mais on comprend bien quand même, Jean, que c'est un témoignage d'enfants qui s'expriment, parce que là, j'ai devant moi les âges des enfants, on parle de 7, 10 ans. On comprend bien que ce sont des enfants qui s'expriment, et ils expriment avec les mots qu'ils ont, ce qu'ils observent. Oui, effectivement. Mais lui, il a 15 ans, là. Oui, le plus vieux. Jonathan, là, c'est plus un bébé, là. Il a 15 ans, là. Oui. D'ailleurs, c'est vraiment une histoire qui a marqué en l'imaginaire ici au Québec, parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais après l'Expo de 1967, beaucoup des bâtiments tous les bâtiments ont été récupérés, recyclés à d'autres fins. Et l'ancien celui qui était dédié au cinéma durant l'Expo 67, le bâtiment, le pavillon du cinéma, a été transformé, devenu le pavillon de l'insolite. Oui, je me souviens de ça, ouais. Avec la bébête en caoutchouc mousse, là, dans le... Oui, c'est ça. Donc, on avait fait, il y avait quelques tableaux qui illustraient les ovnis au Québec, et il y avait notamment cette reconstitution en papier mâché un peu de la créature de Coleraine. Je pense que on voit l'impact que cette histoire-là, ça déborde largement le cadre de Saint-Joseph de Coleraine. Il y a quelque chose que tu sais pas ou tu as oublié, un des deux. Mais moi, là, quand cette enquête-là s'est conclue, quand je suis revenu à Québec avec Jacques, et puis que j'ai eu ma rencontre du samedi avec ma gang, parce que moi, la SRPM, on était 300 membres, là, et j'en avais à peu près 50, 60, moi, qui suivaient assidûment le show. J'ai dit, qu'est-ce que vous diriez si on partait toute la gang, puis qu'on allait écumer la région pour savoir ce qui a pu se passer avant ou qu'est-ce qui s'est passé pendant? Bref, est-ce qu'on a affaire à quelque chose? Tu sais qu'on l'a fait, hein? Parce que le maire de Québec, Gilles Lamontagne, avait fait, à ma demande, réquisitionné par le maire de Black Lake, puis je me souviens de son nom, watch-moi bien aller, Émilien Maheu, c'est ça. Émilien Maheu avait réservé toute une classe, pas une classe, mais un gymnase d'école. On s'est installé là avec nos affaires de camping. En tout cas, on a passé 2-3 jours là-bas à écumer la région, à cogner aux portes des vrais témoins de Jéhovah, je te jure. Et là, on a obtenu des cas, mon ami, des dossiers incroyables, dont le dossier de Vimy Ridge avec les Grégoire, qui est absolument fabuleux, avec 2 policiers de la Sûreté du Québec, témoins qui sont venus confirmer ça des années plus tard. Bref, il se passait quelque chose dans le coin depuis déjà un bout de temps. Alors, Coleraine, c'était un pic dans l'activité ufologique de l'époque qui a duré, je te dirais, moi, de 68 à 69, facile, dans tout le secteur Saint-Ferdinand d'Halifax, et puis de Robertsonville, puis tous les autres petits villages qui sont autour. Il y a aussi, c'est sûr aussi que l'affaire de Coleraine, comme la télévision de Sherbrooke, Télé 7, avait interrogé les enfants, on comprend qu'il y a une médiatisation de cette histoire-là beaucoup plus importante que toutes les autres histoires rapportées dans la région. Oui, c'est sûr. Mais ce qui est le fun, c'est que moi, les gens nous recevaient, puis ils étaient pas au courant de l'affaire de Coleraine. D'ailleurs, j'avais dit, parlez pas de ça.
Demandez-leur s'ils ont vu des choses, ainsi de suite, tu sais. Et on a eu des gros cas de ci, mais assez étrangement, personne a relaté ça avec l'affaire d'ailleurs, je pense que l'affaire de Coleraine passait pas pour une affaire parce que dans ce temps-là, tu le sais, on appelait ça des soucoupes volantes. Oui. Mais dans ce temps-là, quand on parlait d'OVNI ou soucoupes volantes, les gens faisaient peut-être pas le lien avec le bonhomme de Coleraine. Oui, parce que c'est vrai que dans l'affaire de Coleraine, le bonhomme, le personnage est plus important que la manifestation de l'OVNI, qui, elle, intervient seulement le dernier soir. Hein, Absolument. Donc, elle est très épisodique dans cette histoire-là. Oh, oui, absolument. C'est la conclusion, la fin. Il vient ramasser son bonhomme puis il part avec. Tu sais, c'est comme ça que je l'ai interprété. Mais les enfants ont vu le départ. Puis là, on s'est demandé, les enquêteurs, puis on a fait des meetings, puis on se disait, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui est venu foutre dans Saint-Rocher, sur le cimetière de Coleraine? Tu sais? Ouais, pareil comme le vagabond. Ah, ouais, non, je comprends, mais je veux dire, c'est la raison derrière ça. Mais ça s'applique sur à peu près tous les gros dossiers d'OVNI. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il est allé faire au-dessus de Vimy Ridge? Il n'y a pas un Christy de chat, là. Qu'est-ce que 9 ou 10 faisceaux de 150 pieds de haut sont allés faire dans un village près de Granby à 5 heures du matin? Il n'y a rien, là. Il y a rien, tu sais, c'est évidemment, c'est l'énigme numéro 1 de l'ufologie depuis toujours. Jean, personne n'a encore répondu à ça. J'ai des questions des auditeurs pour toi. La première étant, je pense, la plus importante. Quand tu t'es rendu, toi, sur place, puis t'as discuté avec les enfants, t'as vu ce fameux rocher-là. Est-ce que toi, t'as vu quelque chose? T'as-tu constaté des choses physiquement, là? Oh, à un moment donné, j'ai tout... Regarde, je vais te dire bien franchement, à l'époque, à un moment donné, j'ai vu un stuff blanc, là, qui était pogné dans une craque de la roche, là, puis ça avait de la... J'ai essayé de ramasser ça, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui était avec moi, puis il dit, on dirait de la cire, comme si quelqu'un avait mis une bougie. J'ai dit, ouais, ça se peut. Je sais pas aller plus loin que ça. De toute façon, je me suis dit, si tu veux pas du sperme, tu sais, c'est que si tu veux, non, honnêtement, non. Il y a rien qui a... D'ailleurs, il y a jamais rien après. C'est très rare. Dans le cas j'ai des dossiers où il est resté des traces. Ça va. Puis Christian va t'en parler si c'est pas déjà fait, l'affaire de Mont-Noir. Des fois, il reste des traces. C'est très rare, mais il en reste. Mais en général, il reste plus rien après. C'est pour ça qu'on a l'air des Christy de fous quand on parle de ça. Ouais. Écoute, Jean, le temps file. Je viens de rappeler que l'histoire de Coleraine, tu l'avais raconté dans ton livre Dossier OVNI, qui est publié de mémoire en 1980, qui est sorti en 1980. Qui est comme épuisé, grave. Épuisé, donc, qui est une pièce de collection. Mais parlant de livres, tu viens d'en sortir un nouveau. Oui. Et tu peux nous donner le titre? Oui, rapidement, là, je viens de sortir ça, c'est mon gros coup de poing, ça. J'ai mis de côté tous mes intérêts dans métaphysique, paranormal, ufologique, j'ai mis ça de côté pour réaliser un vieux rêve qui cogite depuis 40-50 ans. Et c'est les religions, c'est assez. Et Dieu est parfaitement d'accord. C'est le titre et je le défends bec et ongle. Je suis à Denis Lévesque ce soir. En tout cas, Yannick puis moi on va s'en reparler puis je m'en vais ailleurs là. Mais ça là, j'ai les deux pieds dans les portes là. Ça va fesser dur. Jean Cazot, on invite les auditeurs à aller sur ton site internet centreetudesovni.com ou tout simplement taper Jean Cazot sur Google pour tomber sur ton site. C'est mieux ça parce que là j'ai pris ma retraite de l'ufologie. Merci, Jean. Parfait, Jean. Puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs avec nous autres. Puis écoute, ça fait plaisir de se retrouver quand même. Ben voyons donc, hein? On sait toujours pas qui a raison de vous deux. Hein? On sait toujours pas qui a raison de vous deux. C'est moi. Allez! Regarde. Hein? J'ai pas raccroché puis il commence. Radio X-Files. Dans quelques minutes sera disponible le podcast de cette émission Radio X-Files. Et on vous invite sur notre page Facebook, Radio X-Files sur Facebook, où Christian mettra de la documentation dans quelques minutes.
Oui, absolument. Ben écoute, c'était notre émission sur la mystérieuse affaire de Coleraine, Saint-Joseph de Coleraine. Oui. Je le rappelle, écoute, c'est sans prétention parce que ça reste que c'est une histoire qui est essentiellement basée sur des témoignages, c'est très anecdotique, mais c'est vrai que c'est une histoire qui a marqué l'imaginaire populaire parce que bon, on a un groupe d'enfants, une créature assez mystérieuse, la présence d'un ovni. On a tout ici les ingrédients pour faire une bonne histoire. Maintenant, quel est le reflet de la réalité par rapport à ça? Est-ce que les jeunes se sont trompés? Est-ce qu'ils ont été dupés par quelque chose? Ont-ils réellement vu quelque chose de tout à fait inexpliqué, inexplicable, quelque chose, comme on pourrait dire, out of this world, hein, venu d'ailleurs? On le sait pas. C'est une histoire qui demeure inexpliquée pour l'instant. Écoute, les minutes filent. Je voudrais simplement rappeler aux gens qui, parce que j'ai eu beaucoup de demandes, allez-vous venir donner des conférences dans notre coin? Écoute, je rappelle aux gens que on peut retrouver l'ensemble des conférences que je donnerai cet automne sur mon site internet, le www.christianpage.ca. Je peux dire quand même que je serai le 3 novembre prochain, je serai à Québec pour présenter une conférence, Nos ancêtres, les extraterrestres, avec un point d'interrogation. Je serai également, beaucoup de gens m'ont demandé, est-ce que je serai également à Trois-Rivières? Ben oui, le 10 novembre prochain, je serai à Trois-Rivières. Je donnerai une première conférence, ce sera ma première fois à Trois-Rivières, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Toutes les autres dates sont disponibles sur ce site, le www.christianpage.ca. Alors, j'espère que cette émission t'a plu, Yannick. J'ai adoré, je suis le premier témoin, le premier auditeur, puis je pense que je regarde la réaction des auditeurs, puis le nombre de téléchargements aussi des émissions au grand complet. Faut pas oublier que des podcasts, normalement, c'est des émissions, c'est des segments de 20 minutes, de 30 minutes. Oui. Nous, c'est vraiment un podcast de 2 heures et on est dans les plusieurs milliers de téléchargements chaque semaine. Un gros merci aux auditeurs. Oui, absolument, parce que bon, tant aussi longtemps que les auditeurs seront là, ben on va essayer de leur donner du contenu de qualité comme on le fait maintenant depuis pratiquement 1 mois. Encore une fois, je remercie nos invités de ce soir, Jonathan Tremblay, là, qui a été l'un des témoins de l'affaire de Coleraine, qui nous a livré son témoignage, et Jean Cazot, qui a accepté de se joindre à nous pour partager des souvenirs qui datent quand même de 50 ans. Ce fut une excellente émission. En tout cas, pour moi, j'en suis ravi. J'espère que les auditeurs ont eu autant de plaisir à écouter que nous, on a eu de plaisir à la préparer. Je te souhaite de passer un beau week-end, puis on se rejase vendredi prochain pour une autre émission de Radio X-Files. Salut. Bye bye. Pour les auditeurs, bonsoir. On se rejase plutôt lundi, 19h30. Merci d'avoir été là. Ciao.